Voilà. Donc, ce que je vous proposais, c'est de reprendre contact avec une personne que nous avions mentionnée au niveau de l'hyperréalisme, qui est donc une démarche qui s'est déployée sur le sol américain à travers le propos pictural et sculptural. Donc, je vous avais pris cet exemple assez significatif, justement par l'artiste John De Andrea, qui se manifeste lui-même dans sa propre sculpture. Donc, il apparaît dans son vêtement en train de créer avec ce masque, cette sorte de masque moulé en plâtre à la main, lui-même assis sur le siège, derrière lequel se trouve le modèle. Donc, on a cette relation, je dirais, fondamentale dans l'histoire de l'art, l'artiste, le modèle et l'image qui pourrait être produite à partir donc de cette relation à un sujet ici encore nu, ça peut être un objet, ça peut être un paysage. La particularité, c'est que nous sommes devant une réalité qui semble tellement proche, de façon à ce qu'on pourrait même imaginer qu'il s'agit d'une performance, donc de personnes qui poseraient dans une sorte d'immobilité complète, nous laissant un peu perplexes quant à face à quoi sommes-nous? Est-ce un travail directement tridimensionnel avec une volonté de restitution pratiquement plus vraie que vraie, ou serions-nous devant la mise en scène, si vous voulez, de personnes vivantes qui rentrent dans le jeu de personnages pour simuler une situation qui est un point, je dirais, de départ de la création artistique. On est bien dans une scène d'atelier qui est représentée ici et qui prend directement une apparence corporelle, je dirais pratiquement réelle. L'idée n'étant plus de donner une belle image d'un sujet ou d'un moment de la vie, mais d'essayer d'être dans une perception. Donc le travail des artistes hyper réalistes ne tient pas dans une dextérité technique à restituer de manière excessivement précise quelque chose. La photo existe, la photo est déjà un moyen grâce auquel on préserve un moment de la réalité. Et ici, la volonté est d'encore aller plus loin et de vouloir nous questionner sur un autre moment de la perception. Donc, celui qui regarde est affecté, est interpellé par une manière particulière de dire. Et pour déployer, si vous voulez, cette forme nouvelle dans le travail de John De Andrea en 1988, il s'était donc directement, par ce dispositif, inspiré, je vous l'avais montré, je pense, de l'atelier du peintre de Gustave Courbet, parce que Gustave Courbet est initiateur de ce mouvement du réalisme, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, et que dans ce grand tableau, et on a pratiquement 6 mètres de peinture, dans ce grand tableau, au centre, devant la toile, donc dans l'acte même du peintre, avec sa palette, avec son pinceau dans sa main droite, il est dans l'exécution de l'image. Donc on a ici une peinture véritablement de chevalet qui est en train de se vivre, et derrière le peintre assis sur sa chaise au travail se trouve cette femme nue qui, avec un geste un peu de pudeur, a ce grand voile, ce grand drap blanc sur la face du corps. Et tout autour, donc répartis comme une articulation en 3 moments, dans la partie gauche et la partie droite, les représentants de la société de l'époque. Donc d'un côté, à gauche, ceux qui sont plutôt issus de milieux sociaux un peu plus pauvres, plus précarisés, des mendiants, et de l'autre côté, à l'inverse, une société plus intellectuelle, de critiques, de poètes, Baudelaire, L.A. Champfleury, et quelque part, Gustave Courbet, de mettre dans les dimensions d'une peinture d'histoire, pour la première fois, ce qu'est la société, celle dont il est le témoin, dans laquelle l'artiste vient s'inscrire. Donc cette démarche-là sera reprise autant d'années plus tard, donc 130 ans plus tard, par John De Andrea,
réinterrogeant donc cette relation de l'artiste à son travail en s'inspirant directement du propos réaliste de Courbet, relu, revu autant d'années après, et étant appelé donc hyper-réalisme. Donc voilà, je pense que c'est de cela dont nous avions parlé la fois dernière. Alors, cette notion d'hyper-réalisme à travers la sculpture donc, va essentiellement appréhender, toucher le thème de l'humain dans des positions, des attitudes qui peuvent évidemment susciter une surprise, un effet d'étonnement et de surprise de la part du spectateur. Et je fais le choix d'abord de vous montrer comme si nous avions un regard se rapprochant de cette femme, plus précisément de la position du buste, et surtout, j'aurais tendance à dire, de l'expression même qui se dégage de son visage. Elle est juste adossée à un mur, donc en même temps, c'est comme si par ce fragment, on avait l'impression qu'elle est saisie par l'objectif photographique, qui restitue un instant, mais en même temps, on est devant une image, et l'image va immobiliser cet instant, va pérenniser cet instant, que ce soit par l'enregistrement photographique, que ce soit à travers la création sculpturale. Si vous voulez, il y a tout un cheminement que je vous avais évoqué avec Richard Estes, que je reprends. Donc, il y a la réalité de l'être humain, il y a la réalité de l'être humain que nous pouvons croiser à un moment donné précis, avec une attitude particulière, une expression particulière. Cette attitude, cette expression peuvent être saisies par le tirage, l'empreinte photographique et être immortalisées. Mais en même temps, l'idée est de le proposer par un autre biais, donc par la conception sculpturale, en ayant la possibilité, justement, dans les années 70 et 80, de recourir à des matériaux qui seront de plus en plus performants pour restituer l'effet le plus vrai de l'élément. Donc, si voilà, je vous la propose dans sa totalité, il s'agit de la démarche donc d'un autre artiste sculpteur américain hyper réaliste, qui est Duane Hanson. Cette sculpture, cette conception simplement intitulée « Femme au sac en bandoulière » fait partie des collections de la Fondation Ludwig à Cologne. Cette Fondation Ludwig, vraiment, si vous avez un jour l'occasion de vous y rendre, c'est intéressant d'aller à un moment donné se retrouver face à face avec cette personne. C'est-à-dire que le souhait serait que nous rencontrions de façon totalement inattendue, presque par hasard, cette personne, et à un moment donné, peut-être se sentir arrêté par son attitude, par la fixité de son regard, et pendant quelques secondes, être dans l'hésitation, être dans le doute. Comme nous l'avions dit pour Richard Estes, est-ce que nous sommes devant une peinture ou une photographie? Est-ce qu'ici, il s'agit d'une sculpture ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un visiteur de la Fondation qui, à un moment donné, a besoin, peut-être pour se reposer un peu, de s'appuyer contre le mur et à un moment donné, se laisse porter par ses pensées. Évidemment, le dispositif veut que, vous voyez, vous avez des bandes noires au niveau du sol. On peut parfois trouver une petite chaîne qui va se placer devant. Donc, l'effet complet d'étonnement ne se produit pas nécessairement pour des raisons de conservation et de sécurité de la sculpture. Ces sculptures, comme nous l'avions dit pour De Andrea, sont réalisées d'après un modèle vivant, donc moulé sur un corps. Donc, si vous voulez, ce personnage mesure 1,63 m, qui est la taille initiale de la personne qui va prêter son corps et son expression. Maintenant, le corps donc, va être réalisé à partir du moule et va utiliser, comme je vous disais, donc, du polyester, résine synthétique, essayer d'obtenir une coloration qui est proche de la carnation, et puis le reste, je veux dire le sac, la montre, les chaussures, le pantalon, la blouse, tout ça, ce sont des éléments, des accessoires qui sont
utilisé pour venir habiller le corps et que Duane Hanson ne va pas lui-même mettre en œuvre. Hein. Donc c'est comme si vous aviez un mannequin, ce mannequin est habillé et se présente à nous de façon à donner l'impression que nous pourrions entrer en dialogue, en communication avec cette femme. Donc cet effet de surprise, alors qui peut-être, autant je pense ça peut fonctionner avec la femme au sac en bandoulière, autant il est peut-être plus improbable aujourd'hui, en 2021, de croiser une personne, comme nous le voyons ici, dans le musée lui-même. Donc, dans une collection d'Aix-la-Chapelle, évidemment, l'espace-temps influence notre lecture, l'écart au niveau de la manière dont un être se présente aujourd'hui, dont il est vêtu, va se faire de plus en plus grand par rapport à l'époque à laquelle l'œuvre avait été imaginée. Donc déjà, le port du bigoudi, c'est peut-être un peu tombé en désuétude, quoique peut-être encore certaines personnes plus âgées l'utilisent. Vous voyez, elle porte la cigarette à la lèvre. Aussi, le fait de pouvoir fumer dans un espace public est quelque chose qui n'est plus toléré aujourd'hui. Maintenant, ce qu'elle consomme, ce que l'on peut voir à l'intérieur du caddie, il y a des articles qui sont toujours consommés par nos contemporains. Il y a la quantité aussi, cette idée d'être dans une consommation à grande échelle et qui génère peut-être aussi ce corps assez large. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à une forme d'obésité. Et la manière dont Duane Hanson choisit de montrer cette femme appartenant plutôt à la classe moyenne. Donc, vous pouvez voir le choix de sa tenue vestimentaire, mais également quand on voit son avant-bras à elle droit, vous avez là des petites des manifestations comme des bleus, des ecchymoses au niveau de la peau. Donc tout est utilisé, traduit de façon à donner l'image, je dirais, la plus répandue, la plus populaire d'une personne de l'époque. Duane Hanson dit ceci: mes sculptures sont très naturalistes et illusionnistes, ce qui provoque chez le spectateur un certain choc, une critique ébahie, une réaction psychique violente. Les sujets que je préfère sont ceux qui traitent de choses familières, de banalités, de la bêtise, de ce qui est creux, parfois grotesque, et surtout ceux qui reflètent la vraie réalité de la vie, au travers des imperfections de l'homme, lequel vit dans un monde complexe, confus et absurde, dit-il. Donc, Hanson va faire le choix de prendre finalement comme modèle ceux qui constituent la classe moyenne américaine, quelque part, qui sont des consommateurs au sens large du terme, comme on peut avoir ici l'exemple de touristes. Ces personnages peuvent être interpellants, c'est-à-dire peuvent nous inviter à sourire, mais peuvent en même temps solliciter chez nous une certaine réaction affective ou émotionnelle, parce que Duane Hanson va relever chez ces personnes ce qui est l'aspect peut-être le plus vulnérable, ce qui serait de l'ordre un peu du désarroi ou un peu du défaut, d'une manifestation excessive, qui font qu'à un moment donné, on peut les considérer dans cette part de relation de vulnérabilité, donc d'universalité, et on peut les ressentir finalement assez proches de personnes que l'on pourrait connaître. Donc l'effet illusionniste est totalement parfait, atteint par Duane Hanson. Le fait aussi que les personnages, comme vous les voyez, sont placés directement sur le sol et la sculpture n'est plus liée, bon, c'est pas lui qui est le premier à le faire, le socle est complètement laissé de côté, mais ça contribue à donner l'impression que ce sont de vraies personnes qui sont placées dans l'espace du musée où on peut les découvrir. Donc vous voyez, fibre de verre, accessoires, évidemment, grandeur nature, travail de 1988 ici. Voilà encore une proposition
on en a véritablement la perception d'une relation très, très, très vraie, même assez troublante, avec la réalité humaine. Vous voyez cet homme simplement assis. La particularité de la position du corps qui s'affaisse avec l'âge. Peut-être aussi le fait que l'élément sur lequel il est assis pourrait très vite se retrouver être ce sur quoi le corps peut s'allonger pour se reposer, pour entrer dans le sommeil, un sommeil plus long de fin de vie. Donc, je pense que le choix que fait Duane Hanson est évidemment extrêmement réfléchi par rapport à l'effet que va produire sa sculpture dans une sorte de face-à-face avec différents moments du développement de notre propre existence. Donc, différents âges de la vie et ces composantes qui font que toujours il y a une sorte de résonance qui va s'amplifier avec le spectateur qui, à un moment donné, peut se retrouver dans une forme d'étonnement et d'interpellation extrêmement, extrêmement forte. C'est comme si il existait peu de distanciation entre le spectateur et la personne sculptée face à laquelle il se retrouve. Donc, il y a une manifestation qui se traduit de façon extrêmement forte parce qu'on peut se poser la question, est-ce une œuvre d'art et quelles sont les caractéristiques qui font qu'elle est œuvre d'art, donc qui nécessiterait un écart, une distance entre le regardeur et le sujet. Mais comme le traitement hyper-réaliste tend à effacer cette reconnaissance d'un objet créé par son auteur, par le sculpteur, c'est comme seulement dans un deuxième temps qu'on peut évaluer le propos artistique après avoir peut-être dépassé le stade premier qui est le stade émotionnel ou le stade d'une relation où l'affect intervient très fort dans le travail de Duane Hanson. Je voulais vous mettre en regard, nous avions évoqué la position de Segal, qu'on tend plutôt à associer aux artistes pop, mais Segal a travaillé très longtemps. On est dans une œuvre tout à fait contemporaine de celle de Hanson. Alors pour vous montrer la grande différence par rapport à cette manière de percevoir ce qui serait directement reconnu comme étant œuvre d'art ou pas, vous voyez cette femme assise sur le banc, je prends volontairement le même sujet. La particularité de Segal, qui est aussi de travailler d'après un corps, de mouler, c'est de garder cette tonalité blanche homogène, donc qui va être la seule couleur dans le travail sculptural, placé ici sur un banc, c'est à l'extérieur, donc il fait usage du bronze, mais le bronze prend cette couleur blanche tout à fait semblable à celle du plâtre quand on trouve ces sculptures à l'intérieur des espaces d'exposition. Et là, je pense que la relation, si je vous remets ici par rapport à Homme sur un banc de Duane Hanson, est très différente. Donc, elle existe dans le rapport émotionnel aussi, mais l'impact, l'effet est d'un autre ordre. Donc, chez Hanson, on a cette relation immédiate parce qu'il y a une similitude, il y a une reconnaissance directe avec l'être que nous sommes. Dans le cas du travail de Segal, peut-être dépasse-t-on la reconnaissance extérieure, l'apparence, pour aller toucher, peut-être de façon beaucoup plus précise encore, ce qui est éprouvé, ressenti par l'être humain. Parce qu'on se rend bien compte que la lecture extérieure nous renvoie à l'objet sculptural, et dans cet objet sculptural, on peut être terriblement touché par je dirais, l'élégance, la délicatesse de la transposition de la sensation. Dans le cas du travail de Hanson, peut-être est-on d'abord saisi par l'immédiateté de l'apparaître de cet être et de ce qui s'en dégage. Donc, je dirais on a deux façons différentes de traduire une présence qui appartient donc à Segal et à Hanson, étant tous deux artistes évoluant dans la même société, mais avec des procédés qui, partant du corps humain, nous donnent une dimension de relation
j'aurais tendance à dire, l'intimité, voilà, chacun de vous de la ressentir, elle est peut-être, je dirais peut-être un tout petit peu plus grande chez Segal pour moi qu'elle ne l'est chez Hanson. Il y a une relation entre l'extérieur et l'intérieur, l'extérieur des choses et l'intériorité de la personne qui n'est pas appréhendée de la même manière par Hanson et par Segal. Mais peut-être qu'on est chacun dans des réactions différentes entre ces deux modes de conception de la sculpture. Donc, je vous répète, Segal n'est pas inscrit dans l'hyperréalisme parce que c'est dans l'autre sens, voilà, parce que vous n'avez pas de doute en étant devant son travail, on ne prend pas sa sculpture comme étant peut-être la réalité de l'être par rapport à Hanson, où on peut être interpellé et douter. Est-ce que j'ose m'asseoir à côté de cette personne ou est-ce que je vais la déranger? Du côté de Segal, ça ne se passe pas. Voilà, mais à chacun, après de vous, de percevoir un peu là où votre relation s'attache davantage à une approche par l'extérieur vers l'intériorité de la personne ou directement s'offre une part plus intime, plus secrète, qui quelque part s'avère non partageable peut-être, hein, plus silencieux aussi, du côté de Segal, donc des sensations qui sont très différentes chez les deux sculpteurs. Je voulais encore vous évoquer, parce que cette proposition, si vous voulez, de l'hyperréalisme va se développer, donc en évoquant John de Andrea, Johan Hanson, on est dans la première génération des sculpteurs qui travaillent l'hyperréalisme, mais lors d'une visite, il y a quelques années, au Voorlinden Museum, qui est situé à Wassenaar, donc vous avez les références très précisément sur l'image. On se trouve en Hollande, donc c'est un des tout derniers musées d'art contemporain qui était mis en œuvre sur le sol hollandais. Donc, vous voyez, il y a cette particularité d'avoir des salles extrêmement peu chargées. Les pièces sont choisies. Cette conception de Ron Mueck, artiste australien, fait partie des collections permanentes du Voorlinden Museum. Il s'agit d'un couple qui est présenté sous le parasol. Et quand vous arrivez dans cette salle, moi je suis arrivée par l'avant, donc par le coin inférieur gauche de l'image, en découvrant ce couple. Et je vous assure que, ne connaissant pas l'œuvre au départ, la surprise s'est manifestée chez moi par physiquement le retrait. Donc j'ai fait 1 ou 2 pas en arrière. Je me souviens très bien que le corps s'est arrêté, j'ai reculé un peu parce qu'il y a une espèce d'espace d'intimité extrêmement flagrant qui va bien au-delà, si vous voulez, de la limite de l'espace occupé par les deux corps et le parasol, et qui fait qu'on est véritablement interpellé par la présence de ces personnes. Sur un Mueck, soit, c'est pas toujours à l'échelle 1-1. Donc les corps peuvent être un peu plus grands, c'est le cas ici, mais vous pouvez avoir des œuvres beaucoup plus petites. Donc c'est le même principe, hein. On a l'idée de la restitution du corps dans une fidélité très grande au niveau de la texture, au niveau de la couleur, le fait que l'on ait des accessoires réels, le parasol, le short qui soit placé. Et voilà, en vous montrant un détail, donc vous voyez quand vous vous approchez, eh bien c'est quand même assez stupéfiant de se retrouver devant cette présence si, j'allais dire, si palpable, si immédiate d'un être humain. Alors c'est différent parce qu'en même temps, on se rend compte que la personne ne vit pas. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de battement de cils ou de clignement qui se manifeste. Et peut-être qu'à un moment donné, on s'attarde d'une façon différente. C'est pas facile de se retrouver face au regard de l'autre. Et donc peut-être qu'ici, dans cette immobilité qui est proposée par la sculpture, on joue un peu le rôle, si je vous remets l'œuvre dans sa totalité, de cette femme là où cet homme pose le bras et qui a un regard extrêmement attentif, concentré sur l'expression du visage de cet homme. C'est un peu comme si on prenait sa place en s'approchant et en regardant
véritablement une expression qui est posée et qui reste. C'est ce rapport à cette temporalité qui est très particulière. Donc, ce qui m'a étonnée, c'est moins la qualité pour restituer une fidélité étonnante, je dirais, à la présence humaine au niveau du corps, mais plus comment on peut, à un moment donné, pouvoir regarder quelque chose qui, généralement, change très, très vite. Donc, l'expression humaine change très vite. Et là, elle est immobilisée. Et il y a quelque chose de très questionnant par rapport à ce temps qui ne change pas. Donc, ce passage du temps, ces secondes ou ces minutes, s'arrêtent véritablement en tant que spectateur, interpellé par cette immobilité, cette stabilité, cette expression qui est extrêmement fixe de cet homme devant lequel on se retrouve. Alors, il y a une forme de nudité, pas nudité nécessairement parce que c'est une scène d'été, mais simplement parce que vous n'avez pas d'autres éléments de contexte, il n'y a pas d'autres récits. On peut l'imaginer, mais l'intérêt ne me semble pas être dans imaginer ce que vivent ces deux personnes, c'est vraiment se laisser porter par cette proximité assez troublante avec ce temps qui semble arrêté par la sculpture par rapport au nôtre spectateur, notre temps qui continue à évoluer. Et à un moment donné, on peut être complètement détaché du passage voilà, des secondes ou des minutes. Cette dimension-là de la temporalité qui m'a semblé très forte quand, à un moment donné, j'ai approché ces deux personnes. Et voilà, par exemple, la vue qu'on peut trouver. Ces images, vous pouvez aussi les découvrir sur les sites internet. Vous voyez la façon dont voilà, les pieds sont traités dans cette recherche d'une véracité qui parle véritablement de ce que le corps peut vivre et contenir à l'intérieur de tous ces signes qui se manifestent voilà, dans la position de pied, dans la texture d'une peau. Ce ne sont pas des éléments que l'on regarde ou sur lesquels on s'attarde nécessairement, sauf peut-être si on exerce un métier qui nous rapproche du corps de la personne. Là, pour en quelques mots vous le présenter, donc le Vorlinden Museum qui contient cette pièce de Ron Mueck a été ouvert le 10 septembre 2016, donc c'est un musée extrêmement récent qui pourrait, pour ceux qui se souviennent, faire penser à la Fondation Beyeler que nous avions évoquée l'année dernière, qui était ce musée situé à Rion, donc qui est un faubourg en périphérie de Bâle, conçu par Renzo Piano, et qui adopte aussi ce principe d'un dispositif très, très calme par la grande horizontalité. Vous avez également à la Fondation ce toit, qui est un toit en porte-à-faux, donc repose sur plusieurs piliers, vous voyez, qui vient permettre aux visiteurs d'approcher doucement l'espace muséal. On glisse donc le long du mur. On est déjà dans un espace intermédiaire entre la nature qui commence à s'aménager parce que la volonté est aussi de venir progressivement déployer des plantes à côté des arbres qui sont préservés, de cette manière-là d'accéder à l'entrée du musée que vous ne voyez pas ici. Alors il y a des grandes baies qui donnent aussi directement sur l'espace environnant. Donc voilà, j'ai juste mis cette image-là, mais peut-être à un moment donné, aurez-vous envie de vous rendre là-bas. À côté de l'exposition permanente, vous avez des thématiques qui sont proposées, qui se renouvellent régulièrement, donc en tant qu'exposition temporaire. Donc, il y avait aussi eu, je ne sais plus, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je crois, à la Beauvry à Liège, une exposition qui avait présenté plusieurs démarches hyper réalistes. Il y avait notamment Ron Mueck qui était là, mais il y avait d'autres démarches aussi, donc il y en a peut-être qui s'en souviennent. Donc, c'est pas trop difficile, je veux dire, à rencontrer. Et ça fait partie d'un choix, d'une relecture de ce rapport au réel par ces artistes des années 70, 80. Alors, contemporain, si vous voulez, de cette recherche-là, et en prenant évidemment une attitude très différente, on est aussi dans un regard qui se renouvelle par rapport à quelque chose qui a existé, ce qu'on appelle le fameux néopop. Là, je vais
quitter la relation au corps, la relation en tout cas au corps humain, pour me tourner vers ce qui pourrait être un dérivé, une continuité de ce qui est l'abstrait géométrique, l'usage des formes, des objets qui se mettent en œuvre dans l'espace, et où il y a de cette manière-là une sorte d'amplification, de prolongement de la démarche ou de la méthode du pop art. Donc, Bertrand Lavier, artiste français, fait partie de ce qu'on appelle le néopop, donc, qui est lié à la prédominance de l'objet, au détournement de l'objet, c'est-à-dire que l'objet, un peu dans la continuité aussi de Marcel Duchamp, des Dada, va se retrouver positionné dans un contexte différent. Il y a comme une réalité qui va être déplacée et on va interroger certaines limites de l'art. Donc c'est une démarche, si vous voulez, un peu différente de celle des artistes pop. Alors il y a plusieurs représentants. Il y a donc des artistes français, il y a des artistes anglais qui viennent s'inscrire dans cette démarche-là. Mais voilà, je fais aujourd'hui le choix de vous parler de Bertrand Lavier à partir d'une pièce qui est intitulée Photo-relief. Celle-ci est la numéro 1. Bertrand Lavier travaille par le principe de la série. Il fait usage du métal, travail de 1989. Et pour que vous soyez quand même devant une lecture de l'image assez adéquate, donc il y a une hauteur d'1,60 m, 2,40 m de largeur et 35 cm d'épaisseur. Donc ici, l'idée, on n'est pas devant une photographie, comme on pourrait l'imaginer. On n'est pas directement devant une réalisation tridimensionnelle. Ce serait plutôt une sorte de haut relief, puisqu'on est lié à un plan. Donc vous avez un pan vertical, hein, un mur, sur lequel se détache un ensemble de formes. Et Lavier d'utiliser un terme photo-relief, donc qui vient créer l'association de deux disciplines, le principe photographique et le principe de relief. Donc, la question qu'on peut se poser par rapport à cette image, donc vous avez répétition d'éléments, vous avez une notion de rythme, on a l'impression d'un fragment, peut-être, si en même temps vous mettez des mots sur l'analyse de l'image. Donc, on a comme un élément qui est coupé, qui est morcelé, comme un fragment, avec des principes de répétition, des ombres projetées, peut-être aussi une sensation d'être dans le milieu de la construction, de l'échafaudage. Alors, nous sommes face à quoi? Comment comprendre, si vous voulez, ce choix élaboré par Bertrand Lavier ici? Donc, un principe qui pourrait être un principe au départ fonctionnel, utilitaire, qui est donc déjoué, détourné, qui devient un objet exposé, et exposé pour questionner des relations possibles, la forme et l'objet, la matière, l'espace. La question donc de ce qui peut être considéré comme artistique ou pas. Donc ça fait partie des développements élaborés par Bertrand Lavier. Bertrand Lavier qui agit donc en tant que sculpteur, proposant un objet qui est un peu problématique. Parce que pour lui, le propos artistique, l'espace même de l'art, est un espace où les choses s'appréhendent par la discussion, par la négociation, par le fait que le visiteur, le spectateur, se pose différents types de questions. Donc, tout est effectivement choisi, réfléchi par Lavier pour qu'il n'y ait pas une lecture, je dirais, immédiate, que nous soyons dans un nombre de questions ouvertes, qui fait qu'à un moment donné, on est dans une remise en question de l'élément devant lequel on se trouve, un morceau d'une réalité qui pourrait apparaître comme une réalité banale, qui à un moment donné est exposée, donc est posée et se présente à nous, dans quel but? Par rapport
à quel mode de réflexion, de questionnement. Donc, il y a cette ouverture qui est sollicitée dans le travail de Lavier. Là, je vous montre une autre image pour que peut-être vous ressentiez davantage donc, la composante réelle du métal, qui est le matériau utilisé par Lavier, ici, et qui peut-être vous renvoie encore plus à cette notion de l'usage d'une structure construite, d'un principe d'échafaudage, avec donc cette répétition d'obliques qui est importante dans le développement de l'élément, donc géométrisation, rythme répétitif, mais totalement détaché d'un contexte interprétatif. Alors, il y a un protocole. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un terme qui n'est pas communément utilisé. Il y a un protocole. Donc, il y a un développement écrit de l'idée, donc du processus que Bertrand Lavier utilise pour mettre en œuvre son travail. Alors, on nous dit ceci, un étrange protocole en plusieurs étapes. Après avoir photographié le détail d'une structure métallique, évoquant les débuts de l'architecture moderne et de la tour Eiffel, contemporain de la popularisation de la photographie, il fait ensuite scier cette structure d'après le cadrage du cliché. Donc, Bertrand Lavier choisit d'évoquer par cette création le début de l'usage du métal dans l'architecture moderne. Donc peut-être que certains d'entre vous ont pensé à cette relation à la tour Eiffel. Donc, il photographie, donc il cadre, donc en fait, il fragmente, il prend un morceau qui est complètement décontextualisé, pardon, et à partir du cadrage réalisé par son enregistrement photographique, il fait déployer à l'aide du métal cette structure en 3 dimensions. Donc le hors-champ de la photographie a été supprimé, donc tout le contexte entourant ce fragment photographié a disparu, transportant l'objet dans un nouveau contexte. Ce procédé, drôle et absurde, rappelle l'intérêt des surréalistes pour les gros plans, qui rendent les objets quotidiens étranges. Il évoque aussi les cadrages subjectifs des constructivistes, fervents d'architecture. Donc les constructivistes, c'est un courant qui se développe parallèlement au suprématisme, donc plus ou moins autour des révolutions d'octobre de 1917, dans les années 20, début 20, 22, 23. Donc les constructivistes sont généralement des sculpteurs avec des formations d'ingénieurs qui vont déployer une sculpture qui va devenir installatoire, qui va constituer la sculpture première recherche des installations. Certains d'entre eux ont conçu des bâtiments, se sont déployés avec vraiment une créativité architecturale. Donc la volonté de Lavier est de manifester, vous voyez, plusieurs moments de l'histoire de l'art. Donc l'architecture moderne, l'usage de la photographie, qui sont tous deux le point de départ pour un troisième temps, donc la réalisation de ce qui a été cadré, mais complètement décontextualisé. Donc, ce travail, ce procédé particulier, invite surtout à réfléchir au renversement de rapport entre les choses et leur image. Ici, ce n'est pas l'image qui imite les choses, mais les choses qui se plient aux exigences de l'image, puisque l'image qui est réalisée par le cadrage photographique est elle-même déployée à travers la conception tridimensionnelle. Donc, les choses viennent se plier aux exigences de l'image. Enfin, je pense que le protocole est très clair. Il faut juste garder à l'esprit ce développement. Donc, Lavier, pour créer ce travail, se sert de moments particuliers de l'histoire de l'art, dans l'architecture moderne, l'usage du métal,
l'évocation aussi liée à l'attitude des constructivistes russes. Il se sert de la réalité existante d'une création en métal, dont il fragmente une partie par son cadrage photographique, et à partir de ce fragment détaché de sa réalité, il fait concevoir dans le métal, dans le rapport 1-1, ce fragment. Donc, face à quoi sommes-nous? D'où vient cette conception? Que met-elle en œuvre? Voilà, cette relation, je vous disais, de la forme au matériau, quelque part, du temps ancien à un temps aujourd'hui, où la pièce va se retrouver alors exposée dans un contexte muséal et nous interroger tout autant que voilà, les constructivistes ou que les dadaïstes ont pu le faire. Je voulais encore vous montrer un travail qui s'inscrit dans ce même principe. Alors, c'est plus photo-relief, mais c'est relief-peinture. Voilà, j'ai aussi choisi la numéro 1 à travers une série déployée par Lavier. Ici, on est dans des tonalités gris verdâtre. Vous en avez dans les orangés. Donc, il a travaillé des couleurs parfois plus vives aussi. Et peut-être que spontanément, quand vous voyez cette structure qui mesure 2,50 m de hauteur, 5 mètres de largeur et 10 cm d'épaisseur, voilà, c'est là en partie que les choses se passent. La perception que nous en avons, on pourrait se retrouver devant un tableau. On pourrait être là face à une structure en 2 dimensions, qui est vraiment de l'ordre du développement de l'abstrait géométrique. Répétition de formes quadrangulaires, constituant donc finalement 4 petits panneaux placés les uns à côté des autres. Usage, si vous voulez, de surfaces pratiquement monochromes qui viennent donc s'inscrire à l'intérieur de la répétition des formes très régulières. Mais d'un autre côté, vous dites peut-être, on peut se retrouver comme devant une structure bâtie, une structure architecturale, une sorte de façade, de véranda. On a l'impression sur le dernier panneau à droite, c'est comme s'il y avait une fenêtre ouverte. Vous voyez, elle se distingue. Il y a une évolution quand vous prenez cette partie qui pourrait être un peu la hauteur des fenêtres. Vous voyez que là, il y a des variations opérées par Lavier, alors qu'on a une répétition très constante du premier rectangle horizontal en haut, donc le deuxième rectangle horizontal et puis la base de nouveau rectangulaire reste similaire. Et c'est la partie centrale qui se nuance. De nouveau, parce qu'on peut se retrouver dans une lecture double, la réflexion. Nous sommes face à quoi? Comment cela peut-il être lu? À quoi cela fait-il référence? Donc, c'est la même idée par rapport à ce protocole. Donc, ici, Lavier fait usage d'aluminium, de toile émaillée, de plexiglas. Donc, voilà ce qu'on nous dit par rapport à cette réalisation. Depuis les années 70, Bertrand Lavier ne peut s'empêcher de se saisir d'un objet d'une parfaite banalité, donc néopop, populaire, en s'attachant à brouiller les définitions, les codes, les repères que l'on a sur l'art et qui nous obligent à les repenser. Donc, je veux dire, interroger les limites de l'art, essayer de faire en sorte qu'on puisse se retrouver face à un élément qui aura un usage, une fonctionnalité dans la vie de tous les jours, qui en même temps, détaché de son contexte, se fait proposition artistique. On est devant un objet que l'on reconnaît comme un élément de façade architecturale, une véranda. Mais en même temps, elle est en situation de tableau, puisque, comme dans le cas de la structure métallique, cette combinaison de matériaux est accrochée contre le mur. Et quand on est devant, donc on s'inscrit dans une lecture extrêmement frontale, elle devient une peinture. Tout comme un tableau abstrait, c'est-à-dire qui serait constitué de lignes verticales, horizontales, de couleurs, de formes géométriques. Donc Lavier cherche à perturber notre regard sur l'art et sur le réel en créant ce qu'il appelle des zones de turbulence. Il suscite une rencontre inattendue, voire incongrue, en déplaçant l'objet de son contexte. Il veut transmettre l'idée selon laquelle la peinture actuelle trouve son imagination dans le réel.
et s'interroge sur le rôle de l'objet. Par quelle manière l'objet, qui serait directement inspiré d'une réalité avec son usage, sa fonctionnalité, à partir de quand cet objet devient-il une œuvre d'art? Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais mettre fin à l'enregistrement.